Sometimes I swear you're still in my stead. One of these days you're gonna over my head. Even though I said I'm not looking for love. Sometimes I swear you're still in my stead. One of these days you're gonna Bonjour Richard Boutry. Bonjour Véronique. Bonjour. Ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Ah bah écoutez, c'est un honneur pour moi d'être chez vous, hein. C'est Ah, une grande joie. J'ai vu plusieurs de vos interviews et j'ai vraiment bien aimé, quoi. merci beaucoup. Alors, que pourrions-nous dire de vous? Alors d'abord journaliste de cœur, d'âme et de profession, puisque c'est ce qui a guidé, je dirais, toute ma vie professionnelle, c'est vraiment le journalisme et la recherche de la vérité. Après, effectivement, idéaliste dans l'âme. Et je pense que d'avoir un idéal aujourd'hui, c'est bien, parce que j'en parlais encore avec des amis hier soir, et qui me disaient, mais pourquoi tu prends autant de risques? Pourquoi tu te bats comme ça? Pourquoi tu voyages autant? Pourquoi tu rencontres autant de monde? Eh bien, tout ça, c'est très simple, quoi. Soit je végète dans un appartement en me larmoyant sur mon passé aujourd'hui révolu, ou soit je prends mon bâton de pèlerin et je pars à l'action et j'essaye d'aller de l'avant. Et j'ai choisi vraiment cette deuxième solution. Alors, cette deuxième solution, elle n'est pas pour moi. Je me bats pour mes enfants parce que j'ai la chance d'avoir 5 enfants, 5 beaux enfants, 5 beaux garçons. En tous les cas, j'essaye de faire montre de beaucoup de courage, en tous les cas. Je pense que c'est le mot qui revient chez moi, c'est le mot courage peut-être. Oui, oui, courage, certainement. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous connaissent maintenant sur les réseaux sociaux et sur d'autres plateformes qui sont un peu différentes que celles que vous aviez connues en tant que journaliste avant, hein, qui étaient des plateformes beaucoup plus mainstream, comme on dit, France 3, TV5 Monde, etc. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, quel est votre chemin depuis que vous avez été journaliste mainstream classique à journaliste qui prend une autre direction un peu et même presque totalement opposée aux journalistes actuels que l'on voit encore en télévision classique? Alors, j'ai tout d'abord commencé ma carrière par la presse écrite. Et donc, j'étais au Figaro, qui était vraiment un grand journal, comme critique littéraire. Et ça a été une expérience pour moi très, très forte, puisque j'ai commencé ma carrière comme ça. Et puis, en parallèle, je faisais du sport, puisque je suis un sportif dans l'âme. Et donc, j'ai fait énormément de sport, et notamment du tennis à très haut niveau. Et j'adorais le sport, et j'ai commencé effectivement dans la presse écrite, à la fois comme critique littéraire et comme journaliste sportif. Alors, journaliste sportif, c'était très limitatif dans la façon de procéder, même si ça m'a énormément formé au direct par la suite en radio et en télévision, parce que je travaillais sur Eurosport aussi. Et donc, voilà, le parcours à la fois de presse écrite, de radio, de télé, de radio ensuite sur les radios libres. Donc là, c'est un peu l'esprit, pour répondre à votre question, c'est un peu l'esprit des radios libres, là, ce qu'on fait aujourd'hui. Je retrouve ça, je retrouve cette fibre que j'ai connue quand j'avais 25 ans, que je me levais très très tôt le matin, parce que les journaux sur les radios libres étaient à 7-8 heures du matin, donc il fallait se lever quasiment à 4 heures. Mais il y avait un engouement, il y avait une fibre totalement particulière et que je retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire que tout était un peu à l'emporte-pièce, c'était pas très professionnalisé, mais il y avait une vraie foi dans ce qu'on faisait et dans le message qu'on faisait passer. On essayait de contourner l'obstacle systématiquement, on avait des interdits en permanence, ils cassaient les antennes et tout ça, donc il y a des relais étaient systématiquement. Donc c'est vraiment cet esprit-là aujourd'hui des radios libres. Et puis ensuite, effectivement, là, j'ai eu la chance de travailler pendant très longtemps, pendant plusieurs dizaines d'années sur les chaînes mainstream. Et là, alors, c'est une mécanique absolument incroyable, puisque on est vraiment pris en charge de A à Z. Vraiment, on arrive, on gare sa voiture dans le parking, et puis après, on est dans un espèce de tunnel qui vous amène le soir sous le feu des projecteurs. Donc, avec toute la logistique possible, inimaginable, des quasiment centaines de personnes qui travaillent pour vous, pour votre JT. Et donc là, c'est absolument effrayant, mais dans le sens positif du terme, parce que c'est vrai que c'est... Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas
marge de manœuvre est énorme puisqu'on est dépendant quand même de rédaction en chef et de direction de l'information. Donc, même si on émet des avis qui sont généralement entendus, et on fait ça en toute bonne concertation, c'est vrai que le final, en fait, n'est pas exactement le nôtre. On Oui, fait c'est nos ça. lancements, ce qu'on appelle avec les journalistes, et puis après, il y a le rédacteur en chef aussi qui donne son point de vue et qui établit un conducteur, comme on dit. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir manœuvrer de la sorte. Ouais. Est-ce qu'on a une liberté? Eh bien, on doit vraiment suivre les demandes de la chaîne. Je pense qu'aujourd'hui, avant, il y avait une certaine latitude, si vous voulez, qui vous permettait en fait de concevoir les choses un peu à votre façon, malgré tout. Oui, quand vous dites avant, c'est-à-dire, Avant la période Covid, très clairement, je pense qu'il y a un avant Covid et un après Covid. En tout cas, moi, ce que j'ai vu à la télévision, le basculement, il a été radical et presque rédhibitoire là aujourd'hui. Donc voilà. Alors moi, j'ai commencé déjà à sentir le pouls, à sentir le vent tourner, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé déjà depuis une dizaine d'années de quitter ce milieu-là, parce que je sentais que ça se refermait progressivement. quel est ce vent qui tournait? Bah, je sentais que à travers les informations qui étaient délivrées et qu'on me demandait de délivrer, c'était pas forcément les informations les plus intéressantes, que les informations étaient assez orientées politiquement, et surtout ce que je voyais et qui était pour moi absolument incroyable, c'est l'immersion dans ce milieu-là de personnes qui n'avaient pas forcément la bonne compétence voulue, mais qui appartenaient à des réseaux et qui étaient placés à des postes à responsabilité énormes, alors que vraiment, ils avaient un parcours qui ne justifiait pas en fait le fait qu'ils soient nommés ainsi. Et donc là, ça m'a un peu gavé, comme on dit, et vraiment, un jour, je me suis dit, bon, ça y est, c'est terminé, j'en ai fait le tour, j'ai pris le contre-pied et je suis parti. Et là, je suis parti dans la production. Je suis parti également comme directeur de chaîne, puisque j'ai créé une chaîne spirituelle qui s'appelle KTO. Ensuite, j'ai créé une autre société de production après avoir vendu la première. Et là, c'était une belle aventure parce que j'étais à la fois journaliste et producteur, si vous voulez. Donc vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait vraiment dans ce milieu-là tous les métiers possibles et inimaginables. Il n'y a pas un des métiers que je n'ai pas fait dans le milieu de la presse radiophonique ou audiovisuelle en règle générale. Et qu'avez-vous gardé de cette expérience? Puisque quand on est aussi présentateur, vous avez aussi été présentateur de chaîne, producteur, etc. Donc, il y a une excitation. Comment on fait pour ralentir? C'est vrai que je suis quelqu'un d'hyperactif, quoi. Donc, je n'arrête pas. À hyperactif, c'est pas uniquement au niveau physique, hein. Je vous rassure, je suis pas là à bouger toute la journée, tout ça. Mais même si je bouge énormément et je pense beaucoup plus que la moyenne. Donc ça, c'est déjà la première chose. C'est le fait aussi que j'ai été sportif de haut niveau et que je me suis vraiment entraîné énormément et que j'avais cette puissance physique qui est en moi, et que quand j'ai arrêté le sport pour des raisons d'ordre physique, si vous voulez, il fallait que je compense aussi un peu autrement. Donc le fait de bouger, de faire du voyage, de partir en voiture, c'était une première chose. Vous avez un mental de sportif qui fait que vous rebondissez toujours comme ça. Exactement, et je crois que je le dis dans mon livre, hein, c'est que effectivement, rien n'est perdu tant que la partie n'est pas terminée. Mhm. Et je transpose ça à la vie, si vous voulez. Et c'est vrai que j'ai souffert parce que je suis tombé gravement malade il y a quelque temps. Et je me suis dit, au bout d'un moment, c'est vrai que je voyais pas d'issue, si vous voulez, à cette vie-là, qui était une vie qui est quand même une vie très difficile, hein, parce que c'est une vie de troubadour, de nomade. On est sur la brèche en permanence, on est sur le fil du rasoir, on est l'oiseau sur la branche, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut partir et s'envoler, on ne sait pas pourquoi, vers d'autres horizons. Et donc, c'est une vie quand même extrêmement compliquée. Et si j'avais pas eu cette mentalité de sportif, que j'ai essayé d'enseigner à mes enfants, justement, de pouvoir arriver à un certain seuil qui vous permettent, en fait, de relativiser à la fois les défaites, de pouvoir prendre une certaine forme de hauteur de vue et de pouvoir voir les choses et mettre en perspective, si vous voulez, et de se dire qu'il ne faut rien lâcher. Et dans ce combat qui est mené aujourd'hui, qui est un combat pour moi extrêmement politique, bien entendu, et philosophique, et religieux, et spirituel, il y a ces données-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette volonté de pouvoir aller jusqu'au bout et de tenir le choc, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive.
Oui, je me pose la question si les gens qui ne vous connaissent pas suivent tout à fait votre parcours, parce que donc, de journalistes très connus, ayant tout qui va avec, c'est-à-dire les maisons, l'argent, les voitures, le train de vie et la famille, tout qui va bien. À un moment donné, un tournement de situation qui a fait que vous avez, pour ainsi dire, tout perdu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous continuez votre travail dans un mobil-home. Comment on fait quand on a connu cette vie particulière, à part, je dirais, en ayant toujours ce mental de sportif, qui en lâchant rien, comme vous dites. Comment on fait? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, j'en arriverai à pourquoi cette bataille aujourd'hui? Pourquoi vous vous battez encore Alors, sur la première question, effectivement, c'est extrêmement compliqué parce que généralement, c'est le parcours inverse, si vous voulez. Les gens viennent de très bas et puis ils montent, et c'est ce qu'ils racontent dans leur livre. Et moi, je pense que le succès de mon livre, Le journaliste à abattre, c'est justement parce que c'est l'inverse. Parce que j'ai connu, moi, les feux des projecteurs, et aujourd'hui, j'ai connu également la déchéance la plus profonde. La plus profonde. Et dans mon livre, je relate certains événements, et je sais que vous avez lu mon livre, et vous savez desquels je veux parler, où vraiment j'étais au plus bas de la condition sociale humaine et possible. Vraiment, il y a des moments donnés où il y a quelques temps derrière moi, mais l'avantage du cerveau, c'est qu'il efface un peu les mauvais souvenirs, mais je les ai quand même intrinsèquement gravés en moi. Et je sais que ça a été extrêmement difficile. Mais grâce à la foi, et la réponse, elle est là, hein, il n'y en a pas deux. Hein. Si je rayonne aujourd'hui, malgré tout, et l'équipe autour de moi de la Minute de Ricardo, parce que je fais tous les jours des minutes, qui s'appelle la Minute de Ricardo, où les gens me suivent en fait dans mes tribulations au quotidien, et bien toute l'équipe, forte d'une dizaine de personnes, qui sont des bénévoles, ce sont des gens qui se disent, mais comment fait-il? Mais comment fait-il pour avoir de tels ressorts, en fait? Et je dis, en fait, je suis pour rien. Moi, je suis un instrument de quelqu'un, un concept, une idée, un ami, Dieu, qui intercède pour moi et qui systématiquement me dit, je suis avec toi, je te tiens par la main, et vas-y, et reprends du courage, et va de l'avant. Voilà. Donc, si vous voulez, je n'ai aucun mérite par rapport à cela. vous avez toujours eu la foi, ou bien c'est venu parce que vous, tout à coup vous étiez dans des grosses difficultés et que vous avez eu envie ou besoin de vous accrocher? Alors là, il y a deux choses par rapport à ça. Est-ce que j'ai toujours eu la foi? Oui, parce que vous savez, je fais très souvent référence dans mes minutes et dans mes conférences à ma grand-mère. Et c'est ma grand-mère qui m'a transmis ma foi. Je voyais cette femme qui était absolument rayonnante, qui était belle, pas forcément physiquement, mais dans ce qu'elle représentait, dans sa globalité. Belle âme, très belle âme. Et je voyais l'équilibre que pouvait lui donner la foi. Et ça, pour moi, c'était un exemple, un modèle, à la fois de discernement, de résilience, de tempérance. Tout ça, ça a été extraordinaire de pouvoir vivre ça à ses côtés, et elle m'a enseigné ça. Après, je vous dis pas, quand tout va bien, on oublie un peu de prier. On oublie un peu de prier quand tout va bien. Et quand tout va mal à nouveau, puisque ça a été mon cas, et je suis passé par des phases extrêmement difficiles, de vie extrêmement difficiles au niveau personnel, hein, puisque, bon, bref, il faut lire mon livre et vous comprendrez pourquoi. Et là, c'est la dernière béquille, si vous voulez, à laquelle se raccrocher. Quand on a fréquenté le lycée Gonzague à Paris, Saint-Louis de Gonzague, ouais, Franklin, ouais. Et donc on côtoie certaines personnes avec des vies assez aisées, et puis que l'on côtoie des gens sur le bord de la route avec son mobil-home. Comment voyez-vous, parce qu'on fait toujours des différences tellement entre les riches et les pauvres, les gens d'en haut et les petites gens, vous qui avez connu un peu tous les gens dans toutes les strates, comment les voyez-vous aujourd'hui? Alors ça figurez-vous, c'est une très très bonne question qui me touche énormément pour deux raisons. La première, c'est que j'ai vécu moi en Afrique pendant très longtemps, et cette vie en Afrique m'a permis de voir que en fait il suffit de très très peu, pas mourir de faim, avoir le minimum pour vivre, pour être heureux. Et les gens qui ont le strict minimum peuvent vraiment être heureux.
Et je sais qu'aujourd'hui, même dans un camping-car, comme ce fut le cas pour moi pendant assez longtemps, de vivre avec moins de 10 euros par jour, hors frais d'essence, et voilà. Mais c'est possible et ça rend heureux. Et ça rend heureux. Et ça rend heureux. Il n'y a pas besoin d'avoir 30 000 euros sur son compte en banque, dont on ne voit pas la couleur, qui permet de nourrir les banquiers et le système pour être heureux. Le fait de pouvoir s'exprimer comme ça, librement, calmement et posément, permet justement de marquer les esprits et de dire à des gens qui, peut-être au début, ne nous croyaient pas dans ce combat-là, en disant c'est des furieux, des malades mentaux, des gens qui sont complètement écervelés, de dire bah, oui, finalement, ils avaient peut-être raison. Est-ce qu'on est en train de se séparer complètement on parle de lignes de temps. Que pensez-vous de tout ça? Est-ce qu'on doit se rassembler pour, malgré nos choix et nos essais, nos erreurs, nos convictions, nos non-convictions? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense qu'en fait, on fait partie d'une grande famille d'âmes, si vous voulez, et que oui, les passerelles existent. Et il y a un point commun qui doit s'opérer, vous voyez, entre ces deux mondes dont vous parliez tout à l'heure. C'est un combat aujourd'hui du mal contre le bien. C'est un combat aujourd'hui qu'il faut mener, tambour battant, mais sans juger. Pour les gens qui nous regardent à leur Hmm. kilo, comment faire finalement pour s'y retrouver là-dedans, pour ne pas être trop impacté au quotidien, pour continuer à vivre sereinement pendant toute cette période qui n'est pas terminée finalement, qui est encore en cours de gros changements dans nos existences. Donc, Je pense que les, il n'y a qu'un choix à faire, en tout cas, qui est le mien, et c'est la raison pour laquelle je me mêle pas, en fait, beaucoup aux autres. D'abord, je suis journaliste, et il y a très peu de journalistes dans ce métier-là. Et puis, vous avez un autre monde que je respecte énormément, parce qu'ils font un travail formidable, c'est le monde des alerteurs. Et ils ont une autre technique, c'est un autre business, et c'est pas pareil. Après, il y a beaucoup de charlatans dans le milieu. Des gens qui passent leur temps à dire qu'il faut lâcher prise, que l'ego n'a pas d'importance. Alors, il faut qu'on ait de la souplesse d'âme et d'esprit et que c'est très bien, mais que ça ne devienne pas une religion, si vous voulez. C'est une philosophie, que ça reste une philosophie. Et moi, je crois vraiment à la vertu de la religion, si vous voulez. Je fais le pari de Pascal, qui est de croire ou de ne pas croire, et je crois. Et je crois parce que je sais qu'il y a vraiment une espérance derrière et que c'est un moteur de l'existence, c'est un moteur de la vie, c'est une puissance qui nous habite et qui nous permet d'aller bien au-delà de tout. vous parliez tout à l'heure de bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui, Richard? Bah, de faire une belle émission comme avec vous, là, déjà. Là, vous voyez, mon bonheur, en fait, il est ponctuel et j'ai appris, en fait, à le mesurer au quotidien. C'est-à-dire que c'est vraiment... la vie, pour moi, est un parcours semé d'embûches, mais avec des choses extrêmement belles aujourd'hui. Pourtant, dans un univers très compliqué. Et vous le disiez tout à l'heure, et ce que j'aime chez vous, en fait, c'est ce côté-là, c'est derrière la noirceur des murs qui sont derrière vous, vous voyez la beauté de cette femme au premier plan qui est vraiment réjouissante, quoi, au sens propre du terme. Et je pense que c'est ça qu'il faut réellement cultiver et avoir, c'est ne pas sombrer dans le misérabilisme, dans la victimisation, dans le côté trivial des choses. C'est vraiment essayer de voir les choses avec perspective et de voir la lumière qui est au bout du tunnel, si vous voulez. Et c'est ça qui me rend heureux, c'est les petites choses du quotidien, c'est des petites rencontres. Ce matin, j'ai rencontré une femme absolument fantastique avec qui j'ai discuté comme ça, de façon complètement inopinée. Et c'est vrai, rencontre sans lendemain, parce qu'il n'y a eu aucun échange de contact ni rien, mais c'était un moment incroyablement puissant, vous voyez, sans suite, mais puissant. Et quelle que soit la nature des relations qu'on peut avoir avec des personnes ou qu'on peut entretenir, le fait de vivre l'instant présent, c'est quelque chose de fantastique. Et j'ai appris, moi, grâce à cela, alors que je n'avais pas ça avant, puisque avant j'étais dans un système où tout était couru d'avance, la carrière, c'était un train, si vous voulez, c'était un paquebot. On ne pouvait pas tourner le paquebot parce qu'avec 5 enfants, une femme, un domaine qui était énorme à côté de Bordeaux, qui était le mien, si vous voulez, c'était tracé, ma route était tracée.
Et puis, un accident de la vie a fait que je suis sorti de cette route-là. Je me suis retrouvé sur le chemin de traverse. Alors, effectivement, je prends un chemin, c'est pas le bon, je reviens en arrière, je repars en avant et tout ça. Bon, jongler, juguler, en tout cas, jonché d'incertitudes et de problèmes sentimentaux qui sont venus se rajouter à tout cela. Mais c'est pas grave. La vie est belle, la vie continue et chaque jour suffit sa peine. Et Dieu le veut souvent que la journée soit belle si on veut entendre que Dieu est là. Est-ce que tout ce chemin que chacun parcourt aujourd'hui dans son univers immédiat, son environnement immédiat, est-ce que ce ne serait pas de se rendre compte que chaque être qui est à côté de nous, devant nous, chaque moment est précieux et qu'on ne l'avait pas compris jusqu'ici et que tout est précieux, est tellement précieux qu'il faut prendre soin de tous ces trésors, prendre soin de soi et prendre soin des autres. Exactement, exactement. Je crois qu'on a une mine d'or devant nous que malheureusement beaucoup passent leur vie avec des lunettes noires, si vous voulez, voilà, des lunettes de soleil, et puis ils voient rien devant eux puisque quand il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, on voit pas les expressions, on voit pas les visages, on voit pas les gens en fait, on voit pas le cœur même des gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une question de beauté esthétique, physique, c'est vraiment les âmes. Et de percevoir l'âme de quelqu'un, bah, il faut avoir des loupes, en fait, et travailler sur le regard qu'on peut porter sur les choses. Et c'est ça qui est très intéressant, en fait, dans la vie, c'est changer son regard sur les choses, sur la nature même de l'homme, qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui est compliquée à appréhender et qui peut permettre, lors de très belles rencontres, de pouvoir constituer une forme de rebond, de résilience et tout ça. La rencontre vous permet, en fait, de vous nourrir et de vous sortir du côté très, très isolé. Je vois que chez les gens les plus... et j'en ai côtoyé des gens, vous imaginez bien, à travers mon parcours professionnel, voilà. Et chaque fois, je suis très attentif et regardant vis-à-vis des personnes avec qui je discute, en me disant, est-ce que cette personne est fondamentalement bonne et heureuse? Et les gens qui sont les plus heureux, pour moi, ont été des gens qui sont les plus habités par la foi, tout simplement. Parce qu'ils ont cette lumière, en fait, dans les yeux. Ils ont ce rayonnement que les autres, en fait, n'ont pas. Quelle est votre actualité aujourd'hui? Parce que vous avez écrit ce livre, Le journaliste à abattre. Vous avez un deuxième livre en écriture? Alors, non seulement j'ai un deuxième livre en écriture, mais j'en ai même un troisième. Le deuxième sera consacré au scandale de l'alimentation. Donc là, je le coécris en fait avec un ami qui est un homme absolument formidable et que vous aurez l'occasion aussi d'interviewer parce que lui est spectaculaire au niveau intellectuel, au niveau de la foi et au niveau des idées. Et c'est vraiment quelqu'un de Philippe, je ne donne pas encore son nom, mais c'est quelqu'un qui vraiment a une puissance de frappe phénoménale en lui. Donc, je coécris ce livre avec lui. Et puis, je fais un troisième, en fait, sur ma vie en camping-car. Comment ça se passe au quotidien. J'en parle un peu dans mon livre, mais pas de la vie pratique et des belles rencontres que j'ai pu avoir à travers, justement, tout ce parcours que j'ai pu effectuer et que j'effectuerai à travers l'Europe. Puisque là, je vais changer un peu de perspective et je vais aller vers des horizons encore plus lointains que ceux, pour l'instant, vers lesquels on m'a mené. C'est bien ça, ma vie en camping-car, d'autant plus que beaucoup de gens commencent à aimer partir. Vous pourriez faire une troisième vie, en tout cas en étant coach. Vous savez, après, la seule difficulté là-dedans, et c'est très difficile pour moi de pouvoir trouver quelqu'un qui puisse en fait m'accompagner dans mon quotidien, dans cette vie-là. J'aimerais tellement partager des levées de soleil, j'aimerais tellement partager des lunes, pleine lune, des nuits de pleine lune, si vous voulez, où vous êtes là, dans des univers fantastiques, au bord de lac, à profiter de la nature luxuriante, profonde, et vous êtes là sans rien ou presque, à vous extasier devant cette nature-là. Vous aimeriez partager ça. En fait, vous partagez avec vous-même et vous partagez avec ceux que vous aimez à distance et par procuration, si vous voulez, mais vous ne vivez pas l'instant présent avec quelqu'un. Et moi, j'aurais besoin vraiment aujourd'hui d'être accompagné par quelqu'un qui puisse me suivre, en fait, dans cette vie qui est merveilleuse. Merveilleuse. Je veux dire, il n'y a pas une vie plus belle que celle-ci, réellement, même si elle est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Parce qu'effectivement, très précaire.
et qu'il faut s'adapter à tout et vivre de rien. Mais en vivant de rien, en fait, quand on a Dieu en nous, on a quasiment tout, quoi. On n'a pas besoin d'autre chose. Sinon, ce qui me manque peut-être aujourd'hui, puisque vous me posez la question, c'est effectivement une passion commune dans ce type de voyage et de philosophie. Merci, Richard Boutry. Merci beaucoup, Véronique. C'était un plaisir pour moi de participer à votre émission. Je vous souhaite le meilleur des succès. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que je peux dire à un grand aventurier comme vous? Bon vent. Je suis pas un grand aventurier. Vous savez, j'ai eu la chance, et je termine par là, mais j'ai eu la chance d'être un ami intime d'un couple fantastique. Là, ce sont des vrais aventuriers. Je peux vous dire que moi, je suis un aventurier de pacotille à côté. Ils s'appellent Alexandre et Sonia Poussin. Poussin, retenez ce nom et lisez surtout leur livre Africa Trek. Ils sont partis du sud de l'Afrique à pied avec un espèce de sac à dos où il n'y avait rien, sinon un minimum d'eau pour vivre. Et ils ont dormi pendant 2 ans et demi chez l'habitant en parcourant 5000 km à pied. Puis ils ont remonté toute la corne de l'Afrique et puis toute l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Égypte. Et ils ont fait tout ça à pied au milieu de lions, de guépards, de hyènes et puis de populations pas forcément très, très avenantes a priori. Donc eux, ce sont des vrais aventuriers. Rien à voir à côté de ce que je vis moi. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci Véronique.